L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je rappelle, Jean-Christophe Lagarde, donc les centristes que vous représentez donc se sont désolidarisés de la campagne de François Fillon. Ce qui est particulier dans les heures qui viennent, c'est qu'on entend Juppé qui devrait parler, les Républicains qui vont se réunir, des sarkozystes qui donnent leur point de vue, et vous, on a l'impression qu'on ne vous calcule pas, comme on dit. D'abord, il y a un problème au sein de la famille des Républicains, et on nous a entendu, on a dit dès mercredi qu'il n'était pas possible de faire campagne derrière quelqu'un qui prenait un engagement et qui faisait le contraire. Vous savez, les Français, ils ont déjà été trahis après l'élection présidentielle par quelqu'un qui prenait des engagements, un président de la République ou un candidat qui prenait des engagements, qui les trahissait une fois être élu. Mais cette fois-ci, François Fillon, c'est avant. Il explique que s'il est mis en examen, il se retirera. Puis aujourd'hui, il nous explique que quoi qu'il arrive, il ne le fera pas. Et je crois que cette forme le divorce est total. Je crois que cette forme de parjure, elle rend incrédible la parole publique. Parce que pour redresser la France, il faudrait faire des efforts, il faudrait équitablement les répartir, il faudrait que le candidat dise « voilà ce que je souhaite faire, voilà ». Mais quand vous ne pouvez plus croire à la parole de quelqu'un, comment voulez-vous, en l'occurrence, que la campagne marche ? D'ailleurs, on l'a vu... Est-ce que la morale est supérieure à la politique quand on est à 50 jours des élections ? C'est-à-dire, est-ce que l'affaire Pénélope Fillon, finalement, est plus importante que la suppression de 400 000 fonctionnaires ou de 500 000 fonctionnaires ou les réductions des dépenses publiques de 100 milliards ? Ça ne devrait pas l'être, mais il s'est mis lui-même dans la situation de prendre un engagement et de se dédire de cet engagement juste après. Comment croire le reste du programme ? Deuxième chose, on a eu la démonstration encore hier sur France 2, sur une vingtaine de minutes d'émission, une quinzaine de minutes d'émission, François Fillon n'est plus en situation de parler même une minute du programme qu'il voudrait porter. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, et nous continuons à demander aux Républicains, qu'on change de candidat, parce que le projet, on pourrait le supporter, mais le candidat n'est plus capable de le porter. Et donc, la nécessité, j'espère qu'Alain Juppé fera une déclaration en ce sens, la nécessité, c'est de changer de candidat. Et si Alain Juppé faisait le contraire, pour dire les choses comme je le pense, la droite et le centre ont de nombreux talents qui peuvent remplacer un candidat qui, aujourd'hui, en réalité, n'est plus qu'une candidature de témoignage. Vous vous rendez compte le désordre considérable ? Je me rends parfaitement compte de la responsabilité. Mais là, vous y ajoutez quelque chose, parce que si Fillon ne veut pas renoncer et que vous ajoutez un candidat dont on ne sait pas très bien qui il peut être, Barouin, pourquoi pas Borloo, parce qu'il est proche de vous, on va voir ça dans un instant, c'est-à-dire qu'après la primaire, on recommence tout à zéro à 50 jours. Pardon, monsieur Durand, je me rends parfaitement compte de la responsabilité de François Fillon, qui a mis sa campagne dans cette situation. Il l'a dit hier, c'est lui qui a gagné cette primaire. Il a mis sa campagne dans cette situation, c'est lui qui a commis les erreurs qu'il évoquait lui-même hier, qui du coup plante toute possibilité de gagner une élection pour appliquer le programme de l'UDI et des Républicains. C'est-à-dire que seul, par son ambition personnelle, contrairement à ce qu'il dit, il empêche une alternance à laquelle nous travaillons depuis des mois, pour ne pas dire des années. Cette responsabilité, elle montre qu'il y a dans cette démarche quelque chose d'intimement personnel et en rien de collectif. Quand on voit les défections une à une des Républicains, qui voient bien que cette élection est perdue si François Fillon continue son chemin, qui espéreraient, comme nous, qu'on change de candidat pour qu'on puisse effectivement construire cette alternance. Mais si Juppé n'y va pas, c'est une défection d'une certaine manière ce matin à 10h30. Si Juppé n'y va pas, je le regretterai naturellement. J'espère qu'il va, dire le contraire, dire que on doit trouver une solution puisque il n'y a pas de raison objective pour qu'un seul homme, François Fillon, prenne en otage l'ensemble de la droite et du centre. Qui illustre bien la situation. Comment le débrancher officiellement, parce que c'est lui qui a gagné la primaire et qu'il n'y a aucun texte juridique qui prévoit quoi que ce soit. Mais personne, il l'a dit hier, ne peut l'obliger, sauf sa responsabilité, sauf sa conscience. Et j'ai trouvé hier, et avant-hier d'ailleurs, les discours, le virage très droitier, très inquiétant à deux titres. D'abord parce que je pense que la droite, ça n'est pas ce qu'ils sont en train d'en faire. Et deuxièmement parce que c'est une fraction de la droite. Alors elle est mobilisée, elle est organisée, mais c'est une petite fraction de la droite. Et qu'on ait eu 40 ou 50 000 manifestants hier, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour gagner une élection présidentielle, il faut convaincre 18 à 20 millions de Français. Mais comment vous pouvez être certain que Fillon va perdre ? Comment vous pouvez être certain que Fillon va perdre, lui qui a connu des hivers sondagiers multiples et variés ? Au mois de septembre, il était à 7%. Monsieur Durand, aujourd'hui, plus de la moitié ou la moitié des électeurs qui se reconnaissent dans la droite et le centre veulent qu'il renonce à sa candidature. Et ça, sur un espace politique de 25%. Ça fait quoi ? Ça fait 12%. Vous gagnez une élection présidentielle avec 12%. Il y a 70% des Français qui ne veulent plus de sa candidature. Est-ce que vous pensez qu'on gagne dans ces... Et puis simplement, je répète, pas une minute, il n'est possible de parler de sa campagne. Ça obère toute capacité de présenter le projet de la droite et du centre.
Et ça, en même temps, ça empêche même le reste de la campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous avez vu son avocat, Antonin Lévy, sur l'antenne de BFM hier, mais il a quand même donné des éléments assez troubles sur la manière dont les perquisitions ont eu lieu, notamment au siège de François Fillon à l'Assemblée nationale. Il dit les enquêteurs sont entrés, ils n'ont pas pris grand-chose, ils n'ont pas trouvé grand-chose, parce qu'il faut bien trouver quelque chose pour le mettre en examen. Il dit, moi j'y suis passé le lendemain, j'ai trouvé un certain nombre de textes, et en masse, dit-il, qui permettent de concevoir qu'il y a quand même eu une collaboration de Pénélope Fillon. Donc la question de qui a balancé est aussi quand même une question fondamentale concernant votre famille politique, parce que la question s'est posée au début. Je parle pas de vous, hein. Non, c'est pas ma famille politique. Mais il y avait deux hypothèses. C'était soit, d'une certaine manière, l'Élysée, dans la perspective d'une candidature Sarkozy, puis c'est Fillon qui tombait sur les affaires, soit ça vient de sa propre famille politique. Oui, moi je vais pas me perdre en conjecture là-dessus. J'ai aucune information. D'ailleurs, François. Ah oui, mais c'est le fond de l'affaire, parce que finalement c'était un excellent candidat s'il n'y avait pas eu l'affaire. François Fillon disait lui-même que il n'était pas, qu'il ne savait pas. Mais je pense en plus que toute la partie judiciaire, en réalité, n'a aujourd'hui qu'un intérêt secondaire. Ça a un intérêt pour François Fillon et pour sa femme qui, le moment venu, passeront devant des juges et défendront leur honneur. Mais l'intérêt, en l'occurrence, comme on est maintenant à, je crois, 11 jours de la clôture des candidatures à la présidentielle, à 49 jours du premier tour, l'intérêt, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore gagner cette élection. Manifestement, avec François Fillon, ce n'est pas possible. Vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez qu'un personnage comme Jean-Louis Borloo peut entrer en lice ce matin? Et pour dire quoi et pour faire quoi? D'abord, je souhaite qu'Alain Juppé puisse dire qu'il est prêt à relever le gant et à rétablir, à sauver, on le voit d'ailleurs dans les sondages, les chances de l'UDI, des Républicains, de l'emporter. Ça, c'est le point numéro 1. Si ce n'est pas le cas, moi, à titre personnel, oui, je solliciterai Jean-Louis Borloo, parce que je pense à ce moment-là, à la fois que on a besoin de repartir dans une campagne positive, alors que là, on est en permanence dans ce brouillard des affaires du couple Fillon. Et puis, deuxièmement, parce que je le redis, la tournure de la campagne, la droitisation extrême de la campagne, elle est inquiétante. En réalité, François Fillon, il est en train d'organiser la déchirure entre la droite et le centre. Hier, il a parlé de socialo-centriste. Monsieur Fillon a parlé de socialo-centriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que les centristes ne peuvent plus être alliés avec la droite, en tout cas avec sa droite à lui. Ça peut vouloir dire aussi que tous ceux qui étaient place du Trocadéro ont voté Front National si Jean-Louis Borloo se présente. Mais est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, on dessine d'un côté, avec Monsieur Fillon, une droite compatible avec le Front National, et tous ceux qui refusent cette dérive... avec point d'interrogation. Je mets aussi le point d'interrogation, mais vous comprenez bien ce qui est en train de se passer. Et qu'un candidat veuille être candidat à tout prix, à la présidence de la République, en déchirant son propre parti, les Républicains, en déchirant l'alliance que nous avions construite patiemment au municipal, au départemental, au régional, et qu'on souhaitait et que nous souhaitons toujours au niveau national, je pense que c'est un candidat qui se résout à être un candidat de témoignage pour sa satisfaction. En clair, la France, là-dedans, elle est totalement oubliée dans sa démarche. Je voudrais que nous soyons précis, ou plutôt que vous soyez précis sur cette affaire-là. Vous songez à Borloo pour être candidat au premier tour de la présidentielle, vous songez à Borloo comme un personnage qui va rentrer dans un espace de négociation avec ceux qui sont en train de parler, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy qui reçoit tout le monde, Alain Juppé dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, on le saura à 10h30 ce matin. En fait, c'est quoi le rôle de Borloo? Super négociateur ou super candidat? Non, il ne s'agit pas de négociation, mais Jean-Louis Borloo, c'est une parole autorisée, respectée dans l'ensemble du personnel de la droite et du centre, et donc depuis quelques jours, il essaye de mettre de l'huile dans les rouages, parce qu'il voit bien la catastrophe qui s'annonce. Et quand je vous dis, moi, je ferai appel à lui, ça n'engage que moi. Mais si François Fillon s'enferme dans le cockpit et tient absolument à aller cracher l'avion contre la montagne, je pense qu'il y a des gens qui doivent prendre des initiatives. Donc c'est une candidature Borloo que vous souhaitez? Si on ne trouve pas, si Alain Juppé ne relève pas le gant, si François Fillon ne revient pas à la raison, je souhaite en tout cas que parmi les talents qui existent à droite et au centre, on puisse le faire. Au centre, Jean-Louis Borloo, mais à droite, François Barouin, Xavier Bertrand, il y avoir 14 Valérie candidats à Pécresse. droite. Non, mais il faudrait en choisir un qui soit crédible, un qui puisse gagner, un qui ne nous condamne pas à cette espèce d'effacement, d'explosion, de déchirure. C'est Borloo, mais ça peut être Barouin. C'est Borloo, mais ça peut être Bertrand. C'est parfaitement clair. Il y en a un qui ne peut plus gagner, c'est François Fillon. Hier, en tant que patron de l'UD, vous pouvez nous dire ce matin, en tout cas, de toute façon, on va y aller avec Borloo. Hier, Monsieur Durand, Monsieur Fillon semblait vouloir dire qu'il tenait plus à son projet qu'à sa personne. Je crains que ce ne soit pas vrai.
Je crains qu'en l'occurrence, là, il est en train de tenir plus à sa personne, quitte à perdre une élection présidentielle à coup sûr, laissez-moi terminer, plutôt que de faire gagner le projet. Et comment voulez-vous que je vous réponde alors que nous sommes à 8h27, à 2 heures de l'expression d'Alain Juppé, que ce soir, il y a un comité politique des Républicains, et que nous tirerons, nous, les conséquences de leur capacité à sortir de l'ornière dans laquelle M. Fillon nous enfonce. Soit ils sont capables de changer de candidat, ils en trouvent un qui porte le projet que nous avions bâti ensemble. On peut encore gagner l'élection, soit ils ne le trouvent pas, et quitte à avoir une candidature de témoignage de la part de M. Fillon, faut-il encore, dans ces cas-là, qu'on soit capable, nous, de porter autre chose. Dernier point, il est important, François Bayrou a rejoint, vous le savez, Emmanuel Macron. Au fond, pourquoi? Puis vous, parce que je me souviens qu'il y a, allons-y, 2 mois et demi, vous n'écartiez pas des discussions avec Macron. Donc au fond, si la bataille consiste à éviter Marine Le Pen, et si Macron est en tête des sondages, il y a beaucoup de gens qui vont choisir qui? Ou Fillon, ou Macron, ou Borloo, ou je ne sais lequel des candidats de la droite et du centre, qui sera face à Marine Le Pen. J'ai organisé dans les fédérations un débat des militants ce week-end. Il n'y avait pas d'appétence en réalité pour Emmanuel Macron, en tout cas pour le soutien. Mais je ne vais pas raconter d'histoire. L'attitude de M. Fillon, le caractère un peu dérisoire finalement maintenant de cette candidature, et le discours de plus en plus dur, de plus en plus droitier, de plus en plus rejetant tout ce qui ne lui ressemble pas, alors que le candidat à la présidence de la République devrait rassembler, oui, ça crée en réalité une vraie tentation, au moins chez les électeurs, parfois, et même assez souvent chez les élus locaux, de voter pour Macron plutôt que pour Fillon. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, je dis simplement que moi je souhaite qu'on puisse conserver l'alliance des Républicains et de l'UDI, que M. Fillon est en train de la déchirer. Vous savez, le pacte moral de la primaire, c'était quoi? C'était, puisqu'on a une difficulté par rapport... Ça ne à rien, cette primaire. Hein. Le pacte moral de la primaire, c'était quoi? Dont il se prévaut tous les matins. C'était... puisqu'on a une difficulté sur le second tour de la présidentielle, avec la très vraisemblable présence de Marine Le Pen, on faisait la primaire pour gagner le premier tour. Aujourd'hui, M. Fillon est celui qui empêche de gagner le premier tour. Le pacte moral de la primaire, il est déchiré. Jean-Christophe Lagarde était notre invité donc ce matin, et vous le savez, il préside l'UDI. Je rappelle qu'il y a 27 députés parlementaires à l'Assemblée nationale et 42 sénateurs, donc force évidemment importante dans la politique française. Merci à vous, bonne journée. Il est 8h29. Je vais vous demander de terminer avec un petit peu de musique, Jean-Christophe Lagarde, car vous savez que pendant l'élection présidentielle, Radio Classique procède aux élections classiques. Vous votez évidemment sur le site, l'application. Vous avez choisi Mozart, le premier mouvement de la symphonie numéro 40, et vous allez nous expliquer pourquoi. C'est un peu court. Hein. Oui, c'est vraiment court, là. Une symphonie réduite. Mais tout le monde la connaît. Simple expression. Tout le monde la connaît. Tout simplement parce que c'est une forme d'hommage d'ailleurs à mon professeur de musique. C'est à l'école que j'ai découvert justement la musique classique, là où tout le monde écoutait autre chose, parce que c'était la mode commerciale, et que l'enseignement de la musique à l'école, y compris, il fallait qu'on apprenne à jouer quelques notes, pour ma part très mal, et qu'à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'émotion de mes années de collège. Merci mille fois, donc Jean-Christophe Lagarde, l'invité de la matinale. Nous avons rendez-vous avec Luc Ferry juste après la revue de presse de Michel Grossior. À tout de suite. Bonne journée.